Bonjour, nous voilà pour MQ10 qui fait suite à MQ9, l'ensemble des exercices. Donc on reprend le cours et on va maintenant rechercher un ensemble de solutions qui vont être extrêmement utiles pour nous parce que nous verrons qu'elles vont correspondre à des états d'énergie fixés, hein, et ces états vont s'appeler les états stationnaires. Voilà. Donc ces grands 9 états stationnaires. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que veut dire l'adjectif stationnaire. Comme on l'a fait tout au long de l'année, stationnaire ne veut pas dire indépendant du temps, mais stationnaire veut dire que l'écriture mathématique de la fonction d'onde est stationnaire, c'est-à-dire c'est écrit comme un produit de variables indépendantes. Bien. Alors, reprenons des éléments que nous avons vus avant. Avant, on a vu que l'on avait défini deux opérateurs, l'opérateur grand E, voilà, hein, qui était tout simplement I, H bar, la dérivée partielle par rapport au temps, voilà ce qu'était cet opérateur, et on a défini un opérateur grand H, hein, qui en fait apparaît comme étant moins H bar 2 sur 2m, la dérivée seconde par rapport à x2, plus l'énergie potentielle, dit le potentiel, qui peut dépendre de x, que multiplie quelque chose. Voilà, on avait ces deux opérateurs, et nous avons vu qu'il était tout à fait possible d'écrire, je dirais, l'équation de Schrödinger sous une forme assez élégante, qui était que l'opérateur E appliqué à la fonction d'onde de Schrödinger normée, complexe, hein, était égal à l'hamiltonien, donc le nom de cet opérateur, appliqué à la fonction d'onde de Schrödinger complexe normalisée. Voilà, bien. Écrit de cette façon, on peut toujours s'intéresser, je dirais, à quelque chose que l'on a pu voir avant, mais que l'on regarde maintenant, c'est l'unité de cette fonction d'onde. Donc, il est bien clair, hein, que si psi étoile est une densité volumique de probabilité dans le cas général, hein, je vous rappelle, psi étoile Schrödinger normé que multiplie psi Schrödinger normé, tout ça complexe, c'est homogène à une probabilité par mètre cube. Et donc, en prenant la racine carrée, la puissance 1,5, on voit que de manière naturelle, eh bien, la fonction d'onde est homogène à une proba à la puissance 1,5 mètre moins 3 demi. Voilà. Et donc, nous, si effectivement les choses ne se passent que sur un axe, l'axe des x, on ne tient pas compte ni de y ni de z, l'unité de notre fonction d'onde telle qu'on la conçoit, ce sera des probabilités puissance 1,5 mètre puissance moins 1,5. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne la fonction d'onde et son unité. On le dit une fois, ce n'est pas quelque chose qui va nous importer énormément, mais il n'empêche maintenant que l'on va envisager, je dirais, un certain type d'écriture. Bon. Alors donc, nous, on va regarder des états physiques pour lesquels l'énergie E, hein, est bien fixée, est bien définie. Elle est constante. Et on va simplement dire que l'écriture de la fonction d'onde, dans le cas où l'énergie de la particule est parfaitement fixée, correspondra à ce qu'on va appeler les états stationnaires. C'est-à-dire qu'on va chercher à écrire finalement la fonction d'onde de Schrödinger normée complexe, qui dépend de x et du temps, ça c'est notre restriction personnelle pour cette année, égale, eh bien, une fonction du temps que multiplie un phi, je dirais, de x. C'est le passage d'une fonction de x et du temps au produit d'une fonction du temps par une fonction de x, qui est ce qu'on appelle l'écriture stationnaire. Donc, nous allons essayer d'envisager ceci et de voir qu'effectivement, ceci se ramène à des états d'énergie fixés, ce qui va correspondre à l'ensemble de nos études que nous allons mener. Alors donc, si on réécrit avec les opérateurs ouverts ce que l'on a là, on voit bien que quand on applique l'opérateur E, eh bien c'est une dérivée partielle par rapport au temps, ça s'applique donc à F, et phi est transparent, on peut sortir en facteur. Quand on applique l'opérateur H,
on voit bien qu'on dérive par rapport à x2, donc c'est phi qui est opéré, et après multiplié par f phi, on va pouvoir faire sortir f en facteur de ceci, et on voit bien de manière générale que l'on obtient la chose suivante, i, h bar, phi dérivée de f par rapport au temps, c'est une dérivée droite maintenant, puisque f ne dépend que d'une variable, donne donc f égale à f facteur de moins h bar 2 sur 2m dérivée droite seconde de phi par rapport à x2 plus v fois phi. Voilà. Voilà ce que l'on a, et on peut arriver à un résultat que l'on a déjà remarqué dans différentes études que nous avons menées. On peut séparer les variables. C'est-à-dire on va mettre d'un côté gauche du signe égal, tout ce qui va être f, dérivée de f, dépendance temporelle, et de l'autre côté du signe égal, à droite, tout ce qui va être dépendant de x, phi, et ses dérivés. Voilà. Et donc on obtient la chose suivante, i h bar sur f. Alors bien sûr, pour faire cela, encore faudrait-il, je dirais, être assez précautionneux en se disant qu'on ne divise pas par 0 et ainsi de suite. Disons qu'on reste assez formel là-dessus, il n'y aura pas trop de problèmes par la suite. On a donc ici df sur dt, égale donc moins h bar 2 sur 2m plus v ici. J'ai oublié. d2 phi sur dx2 plus v phi 1 sur phi, pardon, et on a cette égalité-là. De manière claire, de manière très très claire, on a donc en fait ici quelque chose qui ne dépend que du temps, et ici des choses qui ne dépendent que de x. Deux variables indépendantes, donc si on trouve une expression de l'une égale une expression de l'autre, c'est que cette expression, c'est une constante. Voilà. Donc c'est obligatoirement une constante, c'est obligatoirement une constante, et cette constante, quand on regarde en fait ici, on va s'apercevoir qu'elle nous est connue. On pourrait intuiter de manière parfaitement générale et physique que la seule constante de notre histoire, c'est finalement l'énergie. Donc, il y a de fortes chances pour que cette constante soit liée à l'énergie de la particule fixée dans son évolution. Alors donc, arrivé ici, on va s'intéresser, je dirais, eh bien, à la première écriture, c'est-à-dire, je vais maintenant m'intéresser à I, H bar, df sur dt, égale cette constante, que j'écris CST, fois f. Voilà, je vais donc m'intéresser à ceci, et je vais résoudre ceci. Donc, on voit que l'on a la dérivée de f par rapport au temps, qui vaut donc, eh bien, donc je divise, ça fait la constante divisée par I, H bar, et on va avoir F ici. Donc si vous préférez, ça fait moins I, ma constante, sur H bar fois F, voilà. Et donc on cherche une expression F du temps telle que, quand on la dérive une fois par rapport au temps, elle retrouve la même allure que la fonction de départ, à un facteur multiplicatif près, qui ici est un imaginaire pur. Il n'y a que l'exponentielle qui marche, et donc on voit que f va s'écrire, je dirais, un grand A, constante multiplicative, E puissance moins I, la constante sur H bar T. Et c'est donc là que les choses arrivent de manière générale. Dans les cas précédents, où on n'avait pas spécialement fixé l'énergie, mais voilà, on reconnaît ici la partie temporelle qui est due, je dirais, à E puissance moins I oméga t, des fonctions d'onde de Schrödinger que l'on avait précisément, et on voit bien que la constante, en fait, ici, elle est parfaitement, je dirais, reliée à l'ancienne écriture par constante égale h bar oméga, c'est-à-dire que c'est, en fait, ça va être l'énergie fixée de la particule. Donc voilà, on s'aperçoit donc que la fonction d'onde de Schrödinger
normée va s'écrire, eh bien, E puissance moins I, E sur H bar T, que multiplie phi de X. La constante multiplicative du grand A, on la glisse dans phi et, bien sûr, il faudra que ce soit normé, donc ça nous donnera les contraintes. Voilà, donc on peut l'écrire comme ceci. Alors maintenant, la chose est claire, à chaque fois qu'on est dans un état d'énergie fixée, la fonction d'onde peut s'écrire de cette façon-là, et vous voyez qu'il y a la partie spatiale ici de la fonction d'onde qui était bien indépendante du temps, et en fait, c'est elle que l'on va regarder de très très près. Sachant que dès qu'on a l'énergie de la particule, l'exponentielle complexe qui est là, on peut l'écrire, hein, et se concentrer sur phi. Alors donc, on se concentre sur phi, et du coup, phi va vérifier, eh bien, je dirais, très exactement, l'opérateur qui est ici. On est bien d'accord, hein, et on va avoir tout simplement la chose suivante, moins h bar 2 sur 2m, ici, voilà, d2 phi sur dx2, plus v fois phi égale, donc, cette constante que multiplie phi, on va avoir ici 1 fois phi. Voilà. Donc, il est clair que phi se présente finalement comme étant la valeur propre de l'opérateur hamiltonien, comme étant le vecteur propre de l'opérateur hamiltonien, et E, c'est valeur propre. On peut continuer toujours de la même façon. On voit que ce que doit vérifier phi, c'est d2 phi sur dx2 égale, alors on va avoir ici 1 moins 1 moins v, 2m sur h bar 2 fois phi. Voilà, ça, c'est l'équation différentielle que vérifie phi, c'est l'équation qui pilote phi, c'est l'équation qui pilote la partie spatiale de la fonction d'onde de Schrödinger. Et donc, on va, je dirais, se consacrer à résoudre ceci dans les cas d'énergie fixée. Et on n'oubliera pas que quand on aura résolu ceci, on remontera à la fonction d'onde de Schrödinger en général en écrivant cela. E étant l'énergie, V étant l'énergie potentielle existant, je dirais, au point où est la particule, comme ceci. Bien. Alors, toujours dans la même idée, quelque part, on n'oublie pas que quand c'est possible, il faut normer, puisqu'on parle probabilité. Hein. Donc, on doit avoir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de psi étoile, c'est-à-dire E puissance I, E sur H bar T, phi étoile, complexe conjugué, hein, que multiplie E puissance moins I, E sur H bar T, que multiplie phi, comme ceci, dx, que cette intégrale doit valoir 1. Voilà, c'est ça la normalisation. C'est une obligation. Conséquence de quoi, si vous regardez bien ce qui est ici, on voit que ce produit-là a comme valeur 1, et donc on obtient que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi étoile phi dx doit prendre la valeur 1. Voilà, normer la fonction d'onde de Schrödinger bascule sur la dépendance spatiale, je dirais, la contrainte qui est qu'elle est de carré sommable et ce carré vaut 1. Voilà. Donc, ceci pour l'instant finit la séquence numéro 10 et rendez-vous à la séquence numéro 11.